Bonjour et bienvenue à la série En Mouvement. En Mouvement est une série d'entrevues réalisées par l'Institut Malais qui vise à mettre en lumière l'évolution de la culture philanthropique québécoise en tentant de mieux comprendre les enjeux actuels et de promouvoir les solutions imaginées par les acteurs de la bienfaisance et de la philanthropie d'ici. Nous y recevrons différents invités, tous agissent pour la ou les causes de leur cœur. Ils viendront nous partager leur expertise, leurs constats, mais surtout les actions qu'ils mènent au quotidien. Je suis Caroline Richard, directrice générale de l'Institut Malais, et c'est moi qui aurai la chance de m'entretenir avec ces acteurs de changement engagés pour le bien commun et qui, j'en suis certaine, sauront vous inspirer dans vos propres engagements. Je vous souhaite une bonne écoute et de nombreux apprentissages. Bonjour et bienvenue à un épisode de En Mouvement. On entend souvent que les Québécois sont moins généreux que les autres Canadiens. Pourtant, nos récents sondages menés depuis la pandémie et même les données de Statistique Canada montrent que les dons sont en hausse dans les dernières années au Québec. D'ailleurs, plusieurs organismes, tout en faisant face à une hausse des besoins, ont réussi des campagnes records ces dernières années. C'est d'ailleurs le cas de Centraide Québec Chaudière-Appalaches que dirige notre invité du jour. Alors, qu'en est-il réellement de la culture philanthropique des Québécois? Nous tenterons aujourd'hui d'y voir plus clair avec une personne qui collabore avec une multitude d'organismes et de donateurs et qui connaît très bien le don au Québec. Il s'agit de Isabelle Genet, directrice générale de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je te demanderai de te présenter brièvement, évidemment, et de nous expliquer un peu le travail que fait Centraide. Bien sûr. Ça me fait plaisir d'abord d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, je suis PDG de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Donc, je suis à la tête d'une organisation qui a comme mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Puis, comment on fait ça? C'est en soutenant des organismes communautaires qui font le travail sur le terrain. Donc, ce qu'on dit souvent, nous, c'est qu'on lutte contre les inégalités sociales avec ce qu'on appelle le don solidaire. Donc, on demande aux gens de mettre l'épaule à la roue, de faire une grande campagne par année, puis ensuite, on met ces sous-là où les besoins sont les plus criants, où les organismes sont les mieux gérés, puis où ils vont avoir un impact probant. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on est la cause de toutes les causes. Hein? L'exemple, des fois, un peu poche que je dis, c'est rare le monde qui se lève et qui dit « Moi, ma cause, c'est des hommes polytoxicomanes violents. » Bien, il faut les aider quand même parce qu'on va tous y perdre si on ne le fait pas. Donc, c'est à travers l'œuvre fantastique que les groupes communautaires font sur le terrain qu'on y parvient. Donc, vous aidez les gens à aider. Voilà, exact. Voilà. Isabelle, vous étiez de notre sommet en novembre 2023. Vous avez eu la chance d'animer l'entretien avec Annie Castonguay de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Qu'avez-vous personnellement retenu du sommet? J'ai retenu, je dirais, deux grandes choses. La première qui m'est venue, alors que j'ai assisté aussi évidemment à toutes les présentations, c'est le mot collaboration qui ressortait beaucoup, de tous les intervenants dans la salle, dans les discussions. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est une collaboration qui est voulue, qui est souhaitée, mais sa mise en œuvre dans un milieu philanthropique, elle est souvent perçue comme complexe. Moi, je pense que notre succès à toutes les causes mélangées ensemble, on ne peut plus juste le mesurer par les résultats individuels de chacun. C'est notre impact collectif qu'il faut qu'on commence à mieux mesurer. Puis je pense que c'est par là que la collaboration va passer. La deuxième chose que j'ai retenue beaucoup de ce sommet-là, puis je dirais que ça s'est senti, c'était palpable dans la salle, c'est que la philanthropie joue présentement encore plus un rôle fondamental dans l'avancement de la société québécoise, particulièrement dans le contexte où les donateurs ici doivent composer avec une charge fiscale qui est importante. Fait que c'est un peu paradoxal, mais le gouvernement, c'est encore le principal acteur en matière de financement des services publics, des programmes sociaux, etc., mais la philanthropie offre beaucoup de flexibilité. Puis c'est la capacité d'innovation qui est là. Puis je pense que c'est ça qu'on ressent de plus en plus. Donc, la philanthropie, on peut s'adresser à des besoins qui sont très spécifiques, ou puis qui ne sont pas pleinement couverts par les services publics, des initiatives ciblées, des projets pilotes. Puis après ça, ça peut être déployé à plus grande échelle par les gouvernements. Puis ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Je pense entre autres en santé mentale ou en éducation alternative. On a des beaux exemples de ça.
Puis de l'autre côté, bien, le rôle de la philanthropie est aussi crucial pour réduire les inégalités, mais pas juste, je ne parle pas des inégalités sociales là, comme la mission de Centraide, mais les inégalités d'influence qu'on a sur l'avancement de la société. Tu sais, tu peux te dire qu'un donateur, oui, il amène des ressources financières, mais il amène aussi, surtout ceux qui viennent du privé, il amène des expertises. Ils amènent vraiment, ils deviennent un peu des catalyseurs sur le long terme de ces changements positifs-là. Puis ça, c'est la philanthropie qui apporte ça beaucoup dans des changements sociaux. Fait que je pense qu'il y a de plus en plus une prise de conscience des acteurs en philanthropie sur ces deux aspects-là. Et l'aspect complémentarité là, qu'on a vu vraiment, collaboration, complémentarité. Oui. Tu parlais de la place de l'État, de la place de la philanthropie, l'innovation, la souplesse, mais aussi la capacité d'innover que les organisations philanthropiques ont. Je pense qu'on l'a bien senti. Je pense qu'il ne faut pas voir ça de façon binaire. Hein? C'est souvent l'erreur qu'on fait. Moi, en tant que donatrice, je pense à ça. Je dis, mais là, je paye de l'impôt, puis là, je ferai un don en plus. C'est pas en plus. C'est comme les deux facettes d'une même pièce, puis ça va ensemble. C'est ça qu'il faut développer. On va en parler plus tard de la culture du don, là. C'est ça qu'il faut développer. Effectivement. On a vu récemment dans les données de Statistique Canada que les Québécois, contrairement à d'autres provinces, ont augmenté leurs dons suite à la pandémie de 2020. L'Institut aussi a mené des sondages qui nous ont montré que les Québécois étaient devenus plus sensibles à certaines causes ou avaient entendu davantage parler aussi durant la pandémie. Il faut voir le positif de cette pandémie-là. On a peut-être pu constater davantage le travail qui se fait sur le terrain. Mais on voit un peu toujours des disparités. On dit les Canadiens sont plus généreux que les Québécois donnent différemment. On a vu aussi dans un sondage que nous avons mené là, pour le sommet que 75 % des Québécois disent avoir fait un don, peu importe, le don de temps, mais seulement 19 % des Québécois se disent philanthropes. Alors, il y a vraiment une disproportion à cet égard-là. Alors, est-ce que les Québécois sont généreux? Est-ce que les Québécois sont philanthropes ou non? Isabelle, vous connaissez très bien les donateurs du Québec. En quelques mots, c'est quoi votre vision de la générosité des Québécois et de la culture philanthropique? Bien, en fait, d'abord, je pense que c'est important de souligner qu'on parle de philanthropie en période de situation économique complexe. Ouais. L'inflation actuelle, ça a modifié les priorités des Québécois, les priorités financières. Puis oui, il y a eu la pandémie qui nous a montré encore plus quels étaient les besoins et on y était confrontés encore plus. Puis monsieur, madame, tout le monde, des fois, qui, pas par manque de volonté puis par mauvaise foi, là, ils sont moins exposés à ça, l'ont vu de plus en plus. Fait qu'on voyait un peu plus la distance puis le certain privilège qu'on a. Fait que nous, on a reçu des fois, là, pendant la pandémie, on recevait une enveloppe avec un 5 $ dedans, là, avec un mot écrit là, qui disait « C'est tout ce que je peux faire, mais je veux le faire, parce qu'il y en a qui en ont plus besoin que moi. » Ça, c'est très parlant de qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des Québécois pendant la pandémie. Je ne dis pas que c'était pas là avant, là, bien évidemment, là, mais quand même. Si on regarde l'étude sur les tendances philanthropiques d'épisode là, en 2024, ça vient juste de sortir, là, c'est 68 % des Québécois qui estiment que la situation économique actuelle affecte leur capacité de donner. Là. Donc, puis malgré ça, on voit quand même des dons moyens qui sont assez élevés. Nous, chez Centraide, le don moyen, on voit moins de donateurs, mais le don moyen est plus élevé. Fait que ça revient un petit peu à ce que je racontais, la perspective, la vision du privilège. J'ai la chance d'avoir ça, ça, ça. Il y en a qui en ont moins. Si je les aide, ça va me revenir par l'effet boomerang. Les gens perçoivent de mieux en mieux cette situation-là. Puis malgré la crise du coût de la vie, les Québécois restent généreux. La situation est quand même positive parce que les finances des Québécois sont touchées par la crise du coût de la vie, mais il y a 64 % d'entre eux qui prévoient donner autant ou plus qu'en 2023. C'est quand même pas pire, là, ça. Là. On est vraiment dans la possibilité de voir une progression. Puis d'ailleurs, il faut faire attention. Des fois, on dit « je me vois pas philanthrope ». Ça dépend tout le temps c'est quoi la perception de ça. Si c'est juste Bill et Melinda Gates dans leur tête que c'est des philanthropes, c'est sûr que les gens vont être humbles puis vont dire « je suis pas philanthrope ». Il faut juste se ramener à l'étymologie de philos puis anthropos, juste aimer l'être humain. C'est juste ça, être philanthrope. On a un travail à faire un peu pour expliquer. Mais l'important, en bout de compte, c'est que les gens sont ouverts à donner puis souhaitent encore donner puis contribuer. Donc, c'est la bonne nouvelle, effectivement. Lors du sommet 2023, vous nous avez parlé de la culture de la sollicitation, qu'on doit développer davantage, qu'on doit travailler à développer une culture de la sollicitation au Québec. Qu'est-ce que vous entendez par une culture de la sollicitation?
On n'a pas tellement la culture de la sollicitation. On a peur de se faire dire non. Aller demander des sous pour de la philanthropie, c'est pas naturel en général dans la société québécoise, pour les individus en général. On a un petit malaise. On n'a pas la culture non plus, je vais appeler ça la culture du reçu. Qu'est-ce qui dit que les gens ne donnent pas plein de petits montants? Donc, d'avoir une idée, de se dire, bon, ben moi, je me fais un plan. Mon plan de philanthropie, c'est ça. Puis mon budget, c'est, mettons, 200 là, je ne suis pas en train de parler encore là, Bill et Melinda Gates. Non. Mon budget pour l'année, c'est, moi, je vais donner 200 je me fais un plan. Où est-ce que je vais avoir le plus d'impact? Comment je vais faire ça? Puis, comment je peux faire aussi pour avoir le reçu fiscal qui vient avec? Donc, c'est des choses qui sont à développer vraiment. Puis ça, c'est les organisations, comme les organisations philanthropiques comme celles que je dirige, qui ont le devoir de faire cette sollicitation-là. Il faut avoir le courage de le faire. Il faut s'organiser. Il faut aller à la rencontre des gens. Il faut mettre l'accent sur l'importance de donner, même si c'est un petit montant, puis à quel point ça fait une différence. Je reviens à ce que je disais au tout début de notre entretien, quand je parlais de dire on est des gens qui avons le pouvoir de changer les choses. Puis, même si on a une charge fiscale, cette philanthropie-là, elle a des avantages qu'aucun service public peut avoir. Puis c'est chaque individu qui a ce pouvoir-là à certains niveaux. Là, c'est pas tout le monde qui est obligé de tout le temps donner ou de donner des gros montants. Là. C'est toujours fait dans le respect. Ben oui, c'est ça. On est dans le respect tout le temps. La livre de beurre à 8 $, on la paye tous et toutes. Donc, tu sais, ça, je comprends ça. Là, je veux juste être claire. Là. Mais les Québécois, ils connaissent les actions réparatrices. Ils vont voir, par exemple, qu'on est allé aider parce qu'il y a eu une inondation ou quelque chose, mais ils connaissent un peu moins celles qui sont transformatrices, que je dirais. Puis la philanthropie, c'est transformateur. Donc, les visées transformatrices de la philanthropie, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette de l'avant. Il ne faut pas avoir peur d'avoir ces vraies conversations-là. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on entend par nos bénévoles qui travaillent. C'est grâce à eux, nous, qu'on peut faire ça, là, ce qu'on fait, là, évidemment. Là, c'est pas juste l'équipe de permanents qui pourrait faire des levées de 22 millions chaque année qu'on remet dans la communauté. C'est qu'ils disent, quand j'ose aller faire ma demande, j'ai une conversation. Puis des fois, la conversation n'amène pas jusqu'à un don, puis c'est correct. Mais j'ai une conversation, puis je transforme les choses à ma manière, à ma mesure, à travers ça. Donc, il faut conscientiser nos pairs, puis ça, c'est par la culture de sollicitation, ça prend le courage de le faire. Puis, on participe à des solutions, à de la recherche de solutions pour des changements durables quand on fait ça. C'est pas rien, là. C'est pour ça que le malaise qu'on ressent, des fois, on met ça dans le « Oh, je me sens pas bien, j'ai l'impression d'aller quêter de l'argent à mes collègues ». C'est pas ça qu'on fait. On parle ensemble de transformation sociale, puis on parle ensemble qu'on a de l'ambition pour notre communauté, puis qu'on veut que tout le monde développe son plein potentiel. C'est ça qu'on fait quand on sollicite. Puis je pense que c'est une responsabilité qu'on a d'agir collectivement ensemble pour faire ça. Puis c'est correct qu'on ne soit pas tous, je dirais, confortables de la même façon, mais à force de le faire, puis à force de comprendre que derrière ça, il y a quelque chose de très noble et de très beau, ça va devenir de mieux en mieux accepté, de mieux en mieux maîtrisé, je dirais. Dans le fond, la sollicitation, c'est aussi de dire à quelqu'un, tu as l'opportunité, toi aussi, de faire la différence. Tu as l'opportunité, toi aussi, de transformer notre société. On n'est pas en train de vendre quelque chose. On est en train de se convaincre qu'ensemble, on est un mouvement humain, puis qu'on est capable d'aspirer à mieux puis à plus, puis que ça arrive pour vrai quand on le fait ensemble. Encore là, toujours dans le respect. Puis dans les capacités de chacun. C'est un grand défi, mais c'est une belle mission, effectivement. Oui, puis tout à fait. C'est la capacité de se réunir aussi. Quand vous parlez de transformatrice, vous voulez parler de changer la société, de changer les façons de faire? Qu'est-ce que vous voulez? Bien, c'est sûr que moi, j'ai mon chapeau Centraide. Là. Centraide, on n'a pas une petite ambition, nous autres. Là. On lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. On dirait quasiment une réponse de Miss Univers à quelque part, de World Peace, tu sais. mais il faut qu'on lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Les inégalités sociales, si personne ne s'en préoccupe, si on n'en parle pas, les sujets difficiles comme ça, si on n'en parle pas, c'est grave qu'est-ce qui peut arriver à une société. Puis on en a des exemples à travers le monde. Moi, je pense pas que personne ne veut qu'à un moment donné, finir par vivre dans des communautés qui sont
avec des clôtures puis une guérite avec un garde armé. Là. Je comprenais que je pousse à l'extrême, là. Mais que ce soit qui était déjà allé faire un tour en Afrique du Sud comprend qu'est-ce que je veux dire. Là. Puis même dans certaines places juste au sud de notre frontière, ça arrive, ça. Là. Donc, avant de se rendre là, c'est long, mais il faut s'en préoccuper dès maintenant. Donc oui, c'est ça le pouvoir transformateur d'une philanthropie. Puis au niveau de l'individu, on peut aussi faire ce parallèle-là. Je dirais, ça c'est une observation bien personnelle, j'ai moins de données là-dessus, mais je serais curieuse de creuser ça. Ce qu'on appelle du don transformationnel, hein, des dons d'un individu ou d'un couple, c'est souvent des couples là, qui vont aller vers ça, qui vont faire un don très, très important parce qu'ils ont les moyens. Là, on tombe dans la catégorie de ceux qui ont les grands moyens. De se dire, moi, je vais faire ce don-là, puis je vais m'engager avec quelque chose d'aussi important que ça pour transformer quelque chose. Puis qu'ils le font, évidemment, c'est un partenariat qu'on fait, hein, nous, nos très grands donateurs, j'aime pas ça dire ça, ceux qui font des très grands dons, parce que tout le monde est des grands donateurs, là, mais ceux qui font des très gros dons, je parle en montant, c'est un partenariat qu'on a ensemble, puis on travaille ça ensemble des fois, souvent sur plusieurs années, etc. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu plus quand je discute avec mes collègues de United Ways dans la communauté du reste du Canada, la communauté anglophone, peut-être un petit peu plus. On en a moins au Québec, mais ça commence à se développer. Une culture qui se développe. Une culture de don transformationnel, oui. Donc, on le voit peut-être un peu plus dans les causes de santé, dans les fondations hospitalières. Souvent, il va y avoir une aile ou non. Mais je serais curieuse de discuter de ça avec une PDG de fondation d'hôpital, là, ça doit être, c'est quand même du travail, là, c'est long, là, aller faire ça, c'est normal, là, comme je dis, c'est des très grandes discussions qu'il faut avoir là, sur le long terme. Puis il y a un côté aussi de la mission transformatrice de s'attaquer à la cause des problèmes plutôt que simplement soutenir aussi. Ça fait partie un double chapeau que vous portez au quotidien. Donc, en tant que première femme PDG de Centraide Québec Chaudière-Appalaches après 83 ans, vous êtes la première. Je sais que vous êtes très sensible aussi à la culture philanthropique dite au féminin. Donc, en 2018, l'Institut a publié un fascicule sur la philanthropie au féminin. Nous, on remarquait à ce moment-là un développement de la culture philanthropique auprès des femmes, une sensibilité qui était différente, une ouverture aussi, et ça, selon toutes les formes de dons. Depuis la pandémie, on peut réaliser aussi dans nos différents coups de sonde là, qu'on voit que les femmes contribuent davantage par le biais de la philanthropie. On voit vraiment une tendance là, qui s'accélère. Pour résumer, on voit que les femmes prennent aussi leur place en philanthropie. Croyez-vous que cette tendance, on peut la voir sur le terrain, quand tantôt vous parliez dans les organisations, dans les organismes, à travers les années, là, est-ce que vous avez pu constater la place des femmes là, en philanthropie? Oui. En fait, moi, des fois, quand c'est un sujet qui me touche beaucoup, je suis une personne pour qui le féminisme est central dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Puis je trouve ça important. Et puis, j'ai la chance de travailler dans un milieu très féministe avec des hommes féministes aussi. Donc, ça, c'est fantastique. Puis en philanthropie, c'est un milieu privilégié pour ça. Mais des fois, je me dis, il faudrait peut-être se souvenir que, tu sais, Christophe Colomb, là, c'est qui a financé sa traversée? C'est Isabelle. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu plus du capital de risque que de la philanthropie, là, mais quand même. Catherine de Médicis, c'était une grande philanthrope. Puis, plus récemment, si on avance, Abby Rockefeller, la femme de Rockefeller, c'est elle qui a créé le MoMA à New York, parce que son mari, ça ne l'intéressait pas, les arts modernes, lui. Je pense que c'est surtout aussi que, comme dans plein d'autres aspects de notre société, les femmes, on les a moins mis de l'avant, mais ils ont été là en tant que philanthropes pendant longtemps. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde jusqu'en 1900, là, je n'ai pas la date exacte, là, mais ça fait vraiment pas longtemps que les femmes peuvent avoir ici au Québec un compte de banque à leur nom, qui peuvent... Bon, fait que là, ça, on ne peut pas mettre ça de côté non plus, là. Ça reste que les femmes ont maintenant le pouvoir monétaire et financier de dire « je peux avoir un plan de philanthropie à moi ». Donc, on le voit de plus en plus. Puis on a des exemples aussi de très grandes philanthropes. Puis je pense à c'est Mackenzie Scott. Bien, elle, tout le monde fait oui jusqu'à temps que je dise c'est la femme de Jeff Bezos. C'est toujours comme ça. On continue à le percevoir comme ça, mais vous comprenez. Elle a décidé qu'elle allait donner 6 milliards de sa fortune, puis qu'elle allait s'investir, puis qu'elle allait... Bon, alors ça en est des modèles
Fait que si on ramène ça plus à nous, sur le terrain, ici, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, je vous dirais qu'on le sent vraiment. Nous, on a lancé, à un moment donné, on ne savait plus trop par quel bout le prendre parce qu'on se disait, bon, bien, est-ce que nécessairement pour attirer des donatrices puis des bénévoles qui vont aller avoir la fameuse conversation dont je parlais tantôt, est-ce qu'il faut absolument mettre en valeur des causes qui touchent plus les femmes? Au départ, on avait beaucoup ce réflexe-là, de dire, bon, bien, les femmes vont donner, mais à condition que ce soit pour des maisons de femmes violentées, la santé mentale des femmes, etc. C'est pas vrai, ça. En tout cas, selon notre expérience sur le terrain, c'est pas vrai, ça. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre ensemble toutes les femmes qu'on connaît d'influence qui sont prêtes à avoir ces conversations-là ensemble. On a appelé ça le dîner des dames de cœur. Puis on les a toutes invitées. Puis on a eu cette conversation-là ensemble. Puis on a eu des témoignages d'organismes, etc., etc. Et mon Dieu, que ça a été éclairant. Ça a été éclairant parce que ça a donné après ça une espèce de roue qui s'est mise à tourner. Puis non, c'est pas vrai que ces femmes-là ne comprenaient pas que c'était le don solidaire chez Centraide pour soutenir 225 organismes parce que tu fais confiance à Centraide pour mettre l'argent où il y en a le plus besoin. J'ai pas besoin de m'assurer qu'il y a des femmes au bout de la chaîne. Il va y en avoir de toute façon. Mais j'ai pas besoin de savoir que... Puis on est allé vraiment dans ces conversations-là et on en a de plus en plus. On a des donatrices majeures de plus, on a des femmes qui ont décidé de s'investir dans leur campagne en milieu de travail encore plus. Fait que là, on va le répéter. Donc, puis tu sais, chez Centraide, nous, oui, je suis la première femme PDG, mais on a 9 femmes qui siègent sur le CA. On a sur 17 au total. Notre comité d'investissement, le CARO, le comité d'analyse et relations avec les organismes, c'est eux, c'est tous des bénévoles, ça. C'est 77 personnes qui analysent les demandes des organismes. On a la parité là-dessus depuis très, très, très longtemps. Les 2 présidentes, c'était des femmes l'année passée, celle au Bas-Saint-Laurent, celle de Québec-Chaudière-Appalaches. Donc, on a vraiment cette présence-là dans l'organisation même. Chez les donateurs-donatrices, on voit encore beaucoup, beaucoup les couples. Hein? C'est reconnu par couple, mais de plus en plus, on a des femmes qui deviennent vraiment ambassadrices à part entière, qui ont leur propre cause et qui s'associent d'elles-mêmes sans nécessairement avoir tout le temps le couple qui est reconnu. Fait que moi, pour moi, je le vois de mieux en mieux, ça. Là. Je pense pas que c'est quelque chose qui est pris dans le béton. Je pense que c'est le pouvoir transformationnel dont je parlais, là. Les femmes le saisissent vite, ça. Le saisissent très vite. Un peu une spécificité féminine de voir... Il y a quand même un écart significatif entre le don annuel moyen des femmes au Québec puis des hommes. Hein? C'est 318 là, dans la dernière étude d'épisode. Là. C'est 318 pour les femmes puis 534 pour les hommes, le don moyen annuel. Là. C'est l'écart le plus important qui est observé depuis que ces données-là sont recensées. Fait que puis pendant la pandémie, c'était beaucoup moindre, l'écart. Fait que il y a quand même, encore là, je reviens au contexte économique, je reviens au respect dans lequel ça doit être fait. Puis la situation est encore là. L'écart de salaire entre les femmes et les hommes, ça existe encore au Québec. Fait que ça cascade dans ces données-là aussi. Donc oui, les femmes à qui on parle puis avec qui on a ces discussions-là se mettent en mouvement et tout. Mais si on regarde la population au complet, bien, les écarts de revenus sont encore là. Donc, c'est un peu normal, je dirais. C'est attendu que le don moyen soit peut-être un peu différent. Un reflet de la société aussi, puis des capacités de donner des femmes, possiblement. Mais il y a une capacité où il y a un intérêt assurément des femmes pour la cause philanthropique et de contribuer à la cause philanthropique. Il reste peut-être un travail à faire de comment on peut les solliciter. Est-ce que vous voyez une différence dans la façon de les solliciter ou est-ce que vous voyez une différence de la façon que les femmes voient la philanthropie ou la vivent, la philanthropie? Est-ce qu'il y a une différence? Ça peut arriver. Je dirais que dans les conversations qu'on a, on va aller beaucoup au départ. Les femmes vont avoir tendance à dire « Oui, mais je fais du bénévolat ». Donc, c'est vrai, c'est un don, ça, faire du bénévolat. Oui, une forme de philanthropie. Une forme de philanthropie, tout à fait. Mais souvent, c'est que les femmes font déjà beaucoup de travail gratuit et invisible dans leur vie, hein, beaucoup plus que les hommes, c'est documenté, ça. Puis ils ont tendance peut-être à sous-estimer qu'est-ce qu'ils font comme investissement aussi en bénévolat. Puis quand on arrive avec un don financier, moi, que la personne soit vraiment une personne qui est à l'aise financièrement, des fois, on va faire la corrélation, puis ils font la différence de ce côté-là. Par contre, la générosité puis l'empathie féminine, c'est pas un mythe non plus. Donc, je dirais que c'est
les femmes sont souvent déjà convaincues de l'impact d'un don financier en plus. Là, après ça, ils vont avec leurs moyens. Donc, on peut... Tu sais, il y a plein de pistes de réflexion qu'on pourrait avoir là-dessus, là, sur... tu sais, la crise du coût de la vie, ça a un impact aussi, mais ça a un impact encore plus grand sur chez les femmes. Tu sais, fait que tout ça joue aussi, là. Donc, est-ce qu'il faut changer notre façon de solliciter puis d'approcher les femmes? Je pense pas. Je pense pas qu'il faut absolument tout teinter du côté féminin. Il faut certainement avoir une vraie sensibilité par rapport à la relation. Les femmes vont avoir besoin d'une relation philanthropique. Je ne dis pas que les hommes n'en ont pas besoin, là, mais je dirais que il y a des... Parce que c'est moins ancré dans les habitudes, hein, d'avoir ces dons à chaque année à tel organisme, tel organisme, tel organisme. Donc, on a des relations à développer. Puis un lien à créer, à des tisser, relations assurément. sincères, authentiques. Il faut que je vois... Je me souviens, à un moment donné, j'étais avec quelqu'un d'une grande compagnie d'assurance, là, une des très hautes dirigeantes, puis elle m'avait dit, sais-tu quoi, au lieu de m'amener luncher au resto, là, elle dit, t'as pas d'autre chose? Moi, j'ai dit, OK. Je l'ai amené chez Mère et Monde, un organisme qu'on soutient. Puis j'ai commandé des boîtes à lunch. Puis je m'étais assurée avec l'organisme que c'était correct. Il faut faire ça dans le respect aussi. Là, c'est pas une Pas de vitrine. voyeurisme, Non, c'est ça. Il faut faire très attention. Mais là, c'était correct. Là, c'était bien fait. Là. C'est ça. Puis quand on est sorti de là, elle dit, bon, elle dit, je te demanderai pas ça à chaque fois. Mais elle dit, là, maintenant, elle dit, je comprends bien. Puis elle dit, je sais comment je vais parler. Elle parlait de ses collègues féminines. Je sais comment je vais les amener là. Puis elle dit, tu sais, là, j'ai eu l'occasion de voir... de visu, mais de vivre avec ces femmes-là l'espace de 2 heures. Ça, c'est une autre approche. Ça va fonctionner très bien avec un donateur masculin aussi, puis ils en ont besoin de voir sur le terrain ce qui se passe, mais je dirais que la sensibilité puis la façon d'être de ces femmes-là, puis notre empathie, puis notre propension à se mettre tout de suite dans les souliers d'une autre femme aussi, là, ça fait une grosse, grosse différence. Après ça, ça prend une vraie relation. Il faut que je garde cette relation-là avec cette personne-là. Là. C'est important. Là. C'est plus qu'une compréhension du problème. C'est comme de le sentir, de le voir, de voir aussi l'impact du don, je pense, qui fait une très, très grande différence dans ces moments-là. Oui. Puis, tu sais, les femmes, nous, la majorité de nos dons viennent de campagnes en milieu de travail. Hein. Les gens, ils ont leur campagne Centraide, puis ils font un don souvent sur leur paye. À chaque paye, ils font leur don. Puis, les femmes trouvent ça vraiment important de travailler dans une entreprise socialement engagée. C'est 75 des femmes qui disaient ça dans la dernière étude d'épisode, contrairement à 69 des hommes. Fait que, il y a ça aussi qui est un indicateur du côté philanthropique, c'est que j'ai besoin d'un milieu qui est engagé vraiment. J'ai besoin d'être avec des pareils, des gens qui ont cette empathie-là, cette sensibilité-là. C'est important pour moi, puis il faut que ça se traduise dans les actions. Ça fait une grosse différence. Cette capacité collective de changer les choses, même au niveau du travail. Donc, c'est intéressant de constater. Moi, je pense que les Québécoises puis les Québécois, ils sont sensibles à la détresse des autres, puis qu'ils veulent donner là, pour soutenir leur communauté. Ils veulent voir que ça fait la différence. Puis pour les solliciter, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est par là qu'il faut passer. C'est par la différence, puis par cette espèce de grand rêve-là, cette grande, je dirais pas un rêve, cette ambition-là d'être transformateur puis de faire une société québécoise plus forte. Donc, l'ambition de pouvoir changer les choses est le meilleur moteur possiblement à la philanthropie. Alors, voilà. On s'entend assurément là-dessus. Donc, merci Isabelle. Merci pour cet éclairage sur la culture philanthropique, sur la culture du don, sur la sollicitation. Et je vous remercie pour votre écoute à la maison et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de En Mouvement. Grand plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci.